Et un jour, je suis tombé dans mon jardin par hasard avec un insecte qui était trop bizarre. Okay. Là, le podcast prend une tournure assez folle. J'ai swipé des kilomètres de feed de TikTok avec un tableau Excel sous les yeux. Et donc, je swipais TikTok, j'étais à mon bureau. J'étais à mon bureau, donc comme si je travaillais. Alors, du coup, aujourd'hui, 2023, en moyenne, j'étais autour de chiffre d'affaires par mois. Bienvenue dans Contraste, le podcast de ceux qui prennent le contrôle de leur vie. Ici, on parle de tout, entrepreneuriat, argent, voyage, relations ou encore philosophie de vie, mais avec une particularité. Une authenticité et transparence totale. Moi, c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et entrepreneur et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Salut à toi et bienvenue dans l'un des premiers épisodes de Contraste. Moi c'est Hugo et je serai ton hôte pour les prochaines minutes. Alors j'ai réalisé cet épisode il y a quelques mois avec mon invité Benjamin Mollier, alias Benfilm sur Instagram. C'est un ami proche, un mec super intéressant, entrepreneur, créateur de contenu, qui a notamment explosé sur TikTok en créant du contenu autour de la production vidéo et qui vit de son activité depuis plusieurs années. Et si toi là qui m'écoutes, t'as aussi cette envie de créer du contenu potentiellement d'entreprendre ou d'avoir de bons conseils, eh bien tu vas trouver pas mal de belles infos dans cet épisode. Et sache que ça faisait un moment que je voulais sortir mon propre podcast. Alors du coup ça c'est l'un des premiers épisodes et je t'avoue qu'à l'origine je voulais le faire seulement en format audio. Donc j'ai un petit peu filmé à l'arrache. J'espère que tu m'en voudras pas pour la qualité qui est pas forcément la meilleure au début. Mais tu verras en tout cas ce qu'on dit, c'est assez intéressant. Bon, et bien sur ce, bon épisode à toi et je te laisse sur ma conversation avec Benjamin Mollier. C'est parti. 500 000 abonnés sur TikTok, 22 000 sur YouTube et sur Insta on est à 25 000. Et avec ces stats qui paraissent pas forcément si énormes que ça, il arrive quand même à bien gagner sa vie grâce à son business et la création de contenu sur Internet. Et c'est là où le podcast va être très intéressant pour toi qui m'écoutes. Parce que Ben, écoute-moi bien Ben, on veut tout savoir. Oh là là. Tes sites un peu bizarres que tu as en parallèle, comment tu gagnes ta vie et surtout, est-ce que nous, on pourrait faire pareil? Et on va plonger un peu plus personnellement pour savoir, Benjamin Mollier, outre Benfilm, c'est qui dans la vraie vie? J'espère que cette belle intro te fait plaisir et je vais commencer ce podcast par te poser une question qui est comment vas-tu? Mais ça va pas être un comment vas-tu genre ça va, corporate. Ce sera comment vas-tu, virgule, vraiment. En toute transparence, j'étais ultra reboosté il y a un mois. Et là, je suis dans la phase où ça commence à être un peu dans le dur. Pour ceux qui ne le savent pas, je publie actuellement une vidéo par jour pendant 100 jours sur les réseaux. C'est un gros challenge que je me suis lancé, on en reparlera peut-être par la suite. Mais en ce moment-là, je commence à arriver un peu dans le dur. Ça doit faire 40 jours que je publie tous les jours. Créativement parlant, c'est assez challengeant. Donc là, c'est vrai que ça va bien. C'est moi qui ai décidé de faire ce challenge et tout ça. Plus j'ai un alternant qui m'accompagne, donc ça va. Mais oui, là on est un peu plus dans le dur. Je suis un peu aussi en remise en question par rapport au contenu que je fais, être plus authentique. Et donc voilà. Ça tu as ta réponse? C'est très bien, mais ça je pense on va parler aussi de l'authenticité du contenu, j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup pourquoi tu fais ça? C'est quoi la raison? Qu'est-ce que ça va t'apporter et surtout, est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais? Je sais, tu vois, on se connaît personnellement, donc je comprends, mais j'aimerais bien que tu réexpliques un petit peu tout, tu vois, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que c'est? Je suis vidéaste depuis un moment, même si je n'ai pas du tout fait d'études là-dedans. Et depuis 3 ans, je suis à mon compte. Et ce que j'ai fait pour booster un petit peu la croissance de ma société qui est dans la production vidéo, c'est que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui serait intéressant comme relais de croissance pour avoir plus de prestats rapidement, sachant que je venais de quitter mon travail de salarié. Et je me suis dit que ce moyen le plus rapide d'acquérir de nouveaux clients, c'était les réseaux sociaux et notamment TikTok qui à ce moment-là était en pleine croissance. C'est ce que j'ai fait et donc je me suis challengé à publier sur TikTok très régulièrement. Et ça a très bien marché pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, la création de contenu pour mes réseaux sociaux a largement dépassé en termes de temps et même de chiffre d'affaires la partie création de vidéos pour des clients, corporate, interview, toutes ces choses-là. En gros, excuse-moi de te couper. En gros, de base, t'es freelance, c'est ça? De base, je suis freelance vidéaste. Ouais, de base, t'es même pas trop sur les réseaux sociaux à vouloir faire du marketing ou pas du tout. T'étais vraiment freelance pour des boîtes. C'est ça. Et en parallèle, je publiais sur les réseaux sociaux mes vidéos de voyage classiques. Mais sans plus. Et aujourd'hui, tu as fait un peu un virage. Tu es passé du côté influence, création de contenu. Ouais, c'est ça. Il y a un virage qui s'est fait.
que je souhaitais pas nécessairement, mais qui me va très bien. Ok. Il se trouve que ça a très bien marché sur les réseaux sociaux et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je veux travailler avec des marques qui sont vraiment cool et j'aurais jamais imaginé travailler avec ce type de marque. Et donc voilà, donc, mon métier maintenant, c'est plus axé sur la création de contenu. En parallèle, j'apprends à mon audience à créer des vidéos comme ce que je peux faire. Du coup, j'ai sorti 2 formations sur différents sujets, mais qui sont liés à la vidéo et aux réseaux sociaux. Et donc voilà, donc création de contenu, formation de mon audience. Ok. Mais je continue de temps en temps à faire quelques prestats pour des clients. Et pour revenir encore plus en arrière, Ouais. on va pas non plus revenir à ta naissance, parce que là, ça ferait un peu beaucoup, mais pour revenir vraiment en arrière, pourquoi tu fais de la vidéo? Genre, depuis quand tu fais de la vidéo? Comment c'est arrivé tout ça? Ouais. Mais alors, je considère qu'il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont découvert la vidéo pour une raison inconnue, et c'est mon cas, il y a longtemps. Et il y a ceux qui ont découvert la vidéo un peu sur le tard, entre guillemets, en ayant une GoPro et en partant en voyage, et ils se sont dit « Ah tiens, c'était vraiment cool de pouvoir filmer, voilà ». Et donc moi, j'ai commencé la vidéo quand j'avais à peu près 8 ans, et j'ai aucune idée de pourquoi je l'ai fait. En gros, j'ai pris le petit appareil photo de mes parents, qui était je m'en souviens, 2 millions de pixels à l'époque, et je me mettais jamais sur le mode photo, je mettais toujours le mode vidéo, sachant qu'à l'époque, en plus, c'était des cartes SD de genre 50 mégas, enfin c'était rien du tout. Et je me souviens que toute ma famille me disait à chaque fois, mais Benjamin, arrête de faire des vidéos, fais plutôt des photos, ça prend trop de place, machin. Et je les écoutais pas, et à chaque fois je faisais mes petites vidéos, je faisais mes petits vlogs, alors que je savais même pas, enfin YouTube ça n'existait pas, je savais même pas ce que... En fait, je sais même pas pourquoi je faisais ça. Mais je le faisais. Tu vloguais quoi? Du coup, je vloguais, par exemple, il y a une vidéo, c'est mon père qui est en train de repeindre le mur de la maison. Et du coup, j'ai fait tout un petit film sur mon père qui repeint le mur. Et comme je savais pas que le montage existait, je savais même pas tout ça. Ce que je faisais, c'est que comme je savais qu'à la fin des films, il y avait toujours un générique de fin avec le fond noir et les petits textes, et ben ce que je faisais, c'est que donc, je filmais mon père. Ensuite, boum, je cachais la caméra. L'objectif de la caméra, donc il faisait tout noir. Je courais, donc du coup, évidemment, dans la vidéo, on m'entend courir. Hop, j'allais dans le salon, sur le PC fixe à l'époque. J'avais préparé un petit document Word sur fond noir avec réalisateur de point Benjamin Mollier, cadreur de point Benjamin Mollier. C'était un peu auto-centré, mais... Et ensuite, je filmais l'écran. Donc hop, j'enlevais ma main de la caméra. C'était toujours un plan fixe, un plan séquence. Je filmais l'écran. Et là, je faisais scroller avec la souris. Hop, je disais à ma sœur, mets la musique. Comme ça, donc du coup, elle lançait sur Play sur mon iPod Nano à l'époque. Et donc là, on entendait une musique qui se mettait. Et moi, je scrollais en filmant l'écran pour que ça fasse défiler le fond noir avec le générique de fin, en fait. Je faisais des trucs comme ça. Je faisais, par exemple, j'avais des voitures électriques là, pour s'amuser. Je faisais des petites courses en filmant les voitures qui se doublaient. Enfin, bref, donc pour une raison inconnue, mais en tout cas, j'ai jamais arrêté de le faire. Et les années passant, ensuite je me suis mis au montage avec Windows Movie Maker, genre quand j'avais 13 ans. Et de fil en aiguille, je me suis amélioré et voilà. Donc, en vrai, ça me fait trop rire parce que moi je sais que j'ai eu un truc plus ou moins similaire. Quand j'étais petit, j'avais eu genre les vieux téléphones, pas à clapet, mais un téléphone coulissant. Ouais, je vois très bien. C'était un Sony Xperia, mais enfin, non, c'est pas Xperia, je pense, mais c'était un Sony bizarre. Tu avais un objectif à l'arrière et l'application photo, elle permettait de mettre pause pendant que tu filmais. Donc en gros, quand tu appuies sur Rec, tu appuies sur pause, et ensuite du coup tu fais ta pause, donc c'est un cut finalement. Et après tu rappuies sur Rec, et sur la vidéo finale, tu vois pas la pause. Donc en fait, c'est genre ça cut. Ah, ça permet de cutter Ok, mais toi c'était peut-être un peu plus tard. Moi, il n'y avait pas tous ces outils. Ah, mais c'est vraiment ça me fait rire. Je me reconnais un peu dans ce genre de conneries, parce que moi je fais absolument pareil. Et du coup, donc tu as commencé à faire de la photo comme ça, enfin de la vidéo comme ça, et à partir de quand ça s'est professionnalisé? Parce que j'imagine, tu m'as expliqué après, tu n'as pas fait d'études dans la vidéo, tu as même fait des études complètement qui n'ont rien à voir avec le business et l'entrepreneuriat et la vidéo. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que donc, je continuais comme ça à faire plein de vidéos qui s'amélioraient du coup forcément. Et un peu le déclic, c'est quand je suis arrivé en école d'ingé. Donc du coup, effectivement, je n'ai pas fait du tout d'école de vidéaste ou quoi que ce soit. Je suis arrivé en école d'ingé et ce qui se passe en école d'ingé, c'est qu'il y a beaucoup d'assos étudiantes. Et en arrivant là-bas, je me suis mis dans pas mal d'assos et il y avait un besoin de faire des teasers et des trucs pour les différents événements de l'école. Et moi, j'ai commencé à dire, moi, je sais faire un peu de montage et tout ça. Et là, il y a tout le monde qui était intéressé par ça. Et j'ai fait, dès la première semaine, j'ai fait un teaser et tout le monde était choqué par le truc. Alors que maintenant, quand je regarde, mais c'est horrible. Oui, il horrible. va y avoir un effet sonore. C'est ça, oui, il y avait des musiques, les cuts étaient en rythme et les images étaient pas trop horribles parce que ça faisait des années que je filmais.
Mais tout le monde était impressionné. Et là, mais tout le monde, enfin toutes les assos me demandaient des vidéos. Et donc, j'étais un peu surbooké de vidéos. Vraiment, j'en ai fait mais des centaines et des centaines. Et vraiment, c'était vraiment des centaines. Et à force de faire ça, à chaque vidéo, vraiment, je m'améliorais. Et forcément, au fil du temps, c'était de mieux en mieux. Et ce qui s'est passé, c'est que comme mon école est assez grosse dans la région, qui est en Picardie, il y a des entreprises de la région qui voyaient les vidéos sur Facebook et tout ça, parce que ça faisait un peu de vues. Et je me faisais contacter des fois sur Messenger par genre un plombier de Picardie qui me disait j'ai vu tes vidéos que tu fais, c'est vraiment génial. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo de mon entreprise ? Et j'ai commencé à en recevoir quelques-unes, plus aussi des parents d'étudiants de ma promo qui voyaient les vidéos et qui du coup étaient intéressés pour leurs propres entreprises. Et du coup, j'ai eu quelques demandes comme ça et je me suis dit, mais waouh, c'est fou. Surtout que j'avais pas d'argent, enfin j'étais étudiant. Je me suis dit, ça me permettrait peut-être de m'acheter tu vois, un GH4 ou un GH5. Alors qu'à l'époque, je filmais tout ça avec un Lumix FZ1000, donc un bridge. Je sais même pas ce que c'est. C'est un bridge avec l'objectif pas interchangeable et tout ça. Ah ouais, d'accord. Et donc, je faisais ces vidéos et du coup, j'ai créé ma micro-entreprise à l'époque. T'avais quel âge là ? J'avais 20 ans. Ans. Et donc, je crée ma micro-entreprise pour pouvoir facturer mes premiers clients. Donc, évidemment, j'ai fait des centaines de vidéos pour les assos étudiants. C'était complètement gratuit, mais ça m'a permis de me former et, sans vraiment le savoir, de développer mon portfolio. Et ensuite, j'ai pu proposer quelques prestats, pas mal de prestats comme ça, des entreprises du coin. En gros, c'est comme ça que tu as commencé. C'est que de base, tu faisais école d'ingé et tout ça. En parallèle, tu t'es mis à faire des vidéos pour les assos. J'étais déjà passionné par ça, mais c'est ça qui a un peu boosté tout le truc. Et tu as fini au fur et à mesure par créer ta micro-entreprise et avoir des vrais clients, etc. Donc c'est comme ça que toi, dans la vidéo, ça a commencé. Ouais, exactement. Et donc, comme l'école d'ingé, ça dure un petit moment. Parce que du coup, tu as continué ton école d'ingé. Ouais, forcément. Genre, tu t'es pas dit, maintenant, je lâche l'école et je me concentre sur ma micro-entreprise. Non, pas du tout. Et puis, l'école d'ingé, ça me passionnait. C'est aussi pour ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait une école d'ingé en agronomie, pour ceux qui veulent tout savoir. Parce que je suis passionné par énormément de sujets, depuis que je suis petit, par vraiment beaucoup de choses. On en parlera de ça. J'ai des questions très cool à te poser. J'ai très peur de ce que tu vas dire. Mais ouais, je suis passionné par énormément de choses et la vidéo en fait partie, mais je voulais que ça reste une passion et j'ai préféré m'orienter vers tout ce qui est sciences et d'où le fait que j'ai fait une école d'ingé. Donc voilà. Intéressant. Et étant donné que dans ce podcast, on va essayer surtout de parler, tu vois, de l'aspect personnel, oui, un petit peu, mais aussi de l'aspect business, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui écoutent soit se sentent inspirées, soit aient vraiment de la valeur ou des conseils qu'ils peuvent appliquer, etc. Et du coup, si on voit ça d'un point de vue business, on peut dire que toi, ton premier business, ton premier contact avec le business, ça a été le fait de faire des vidéos gratuitement qui t'a mené à créer une auto-entreprise. C'est ça ? Et du coup, à apprendre la facturation, à apprendre la gestion de clients, etc. Et c'était chaud ou pas pour toi de faire ça ? C'était chaud, surtout qu'il y a très peu, et encore aujourd'hui, je trouve, il y a très peu de contenu qui montre exactement toutes les démarches. Et parce que toutes les démarches ne sont pas claires. Maintenant, avec le recul, ça me semble ultra facile de faire une micro-entreprise. Mais pareil, je suis récemment passé en société. Et ça, il y a très peu de contenu qui t'aide à faire les démarches, à savoir en fait qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai créé la société, qu'est-ce que je dois payer et tout ça. Et c'est encore assez flou. Et à l'époque, ça l'était encore plus. Donc quand j'ai créé ma micro-entreprise, et surtout à l'école, moi j'étais un peu un ovni en fait. Les gens de ma classe, de ma promo, ils disaient mais waouh, il a une micro-entreprise. Personne n'avait ça. À part juste après, il y en a peut-être eu quelques-uns qui ont créé des trucs. Mais j'avais personne autour de moi pour me dire ok, tu fais ça, ensuite tu auras ça à payer, tous les trimestres il faudra déclarer ton CA. Donc au début c'était pas facile, j'essayais de me renseigner et puis j'ai fait quelques erreurs et au fil du temps on apprend. Ok, et parce que là du coup on passe directement sur la vidéo, mais je te connais en off et je sens que tu je sais ce qu'il va dire. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça a été quoi ton premier business ? Parce que la vidéo, ça c'est un peu l'étape d'après. Mais toi, ton premier contact avec achat, revente, tu vois, organiser un truc, c'était quoi ? Ouais. Alors ça, très peu de personnes le savent. Mais comme je le disais, j'étais passionné par énormément de sujets, notamment la faune, la flore, la science et les animaux.
Et parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire. De mes 5 Ouais. à mes 18 ans, je voulais être Tu voulais vétérinaire. être vétérinaire, puis finalement, Ouais. tu as fait une école d'ingé, et Ouais. après, tu es devenu vidéaste. Oh. Exactement. Ok. Ça n'a pas beaucoup Mais de à sens. l'époque où tu voulais être vétérinaire. Ouais, et donc du coup, à cette période, j'étais intéressé par tout ce qui était faune flore. Et un jour, je suis tombé dans mon jardin par hasard avec un insecte qui était trop bizarre. Ok, Là, le podcast prend une tournure assez folle. j'adore. Je suis tombé sur cet insecte C'est ça qu'on veut. chelou là dans mon jardin. Et du coup, en tant que petit scientifique de 12 ans, j'ai pris mon tube à essai, je l'ai mis dedans et j'ai commencé à taper sur Google pour savoir ce que c'était. Et j'ai découvert que c'était une reine fourmi. Et donc, en tapant ça sur Google, je suis tombé sur plein de forums et tout. Et je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils construisaient des fourmilières, tu sais, en verre. Et en fait, tu vois les réseaux de galeries, tu vois tous ces trucs à l'intérieur. Le fonctionnement d'une fourmilière, sachant que c'est un peu la planète, mais à l'échelle plus petite. En gros, c'est ouf de voir toute l'organisation qui se passe à l'intérieur. Et j'ai été fasciné par ça. Et en creusant un peu plus le sujet, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui vendaient des fourmilières et des fourmis pour faire ce truc-là d'observation. Et voilà. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah mais waouh, c'est un truc de ouf. Et donc, comme j'ai vraiment poncé le sujet, il fut un moment où en fait j'en ai trouvé plein d'autres, des reines fourmis comme ça dans le jardin de mes parents. Et je me suis dit, mais waouh, là j'en ai un peu beaucoup, peut-être que je peux faire du troc avec d'autres gens qui ont des espèces que moi j'ai pas dans mon jardin et tout ça. Ok. Et donc j'ai fait ça. Et donc la plateforme de référence pour le commerce international de fourmis, c'était Le Bon Coin. Et alors ça fait des années que j'y suis pas retourné pour ce sujet, mais je suis sûr qu'il y en a encore plein. Si vous tapez fourmis sur Le Bon Coin, je suis sûr que vous en trouvez plein. Et donc c'est une petite niche, mais j'étais vraiment passionné de ça. Et donc à 12 ans, j'envoyais par la poste des reines fourmis à des gens parfaits inconnus. Et à l'époque, il y avait un peu PayPal, mais c'était vraiment pas courant. Ah oui, t'avais pas la garantie. Il n'y avait pas. Et donc, en fait, les gens m'envoyaient des chèques. Donc, en gros, par exemple, pour une fourmi à 10 €, et ben, ils m'envoyaient un chèque. Donc, moi, j'avais 12 ans. Donc, évidemment, je n'avais pas de compte bancaire. Et donc, mes parents recevaient par courrier. Donc, je leur disais, papa, maman, vous allez bientôt recevoir une lettre avec un chèque de 10 €, c'est pour moi. Donc, ils me disaient, OK. Ils devaient se dire que c'était grave chelou. Et donc, toutes les semaines, on recevait des chèques comme ça par la poste qui étaient adressés à moi. Toutes les semaines, mais tu devais en vendre un paquet. Ouais, mais après, moi, j'en achetais aussi. Mais c'était tout un truc. C'était tout un truc. T'étais acheteur-revendeur de fourmis. J'étais achat-revente de fourmis sur Internet. Et bref, et du coup, je faisais ça. Et donc, dès que je recevais le chèque, boum, j'allais à la poste. Donc, le petit garçon de 12 ans là, qui allait à la poste avec mes tubes à essai qui étaient cachés parce qu'on n'avait pas le droit d'envoyer des insectes. Oui, mais comment elle pouvait survivre dans les tubes? Ouais, ça survit l'argent. Ça vit sous terre, donc ça a besoin de très peu d'oxygène. Et ça va partir en podcast sur les fourmis. Mais bref, donc voilà ce que Hugo voulait absolument. Je me suis dit, le jour où je ferai un podcast sur toi, Ben, je veux que tu dévoiles au monde entier, parce que évidemment toute la planète va écouter ce podcast. Je veux que tu dévoiles au monde entier ton business de fourmis. Voilà, excellent. et donc de mes 12 à 14 ans, peut-être, j'ai fait ça. Ok. Et voilà mon premier business, même si à l'époque je voyais vraiment pas ça comme un business, c'était vraiment une passion et il se trouve que je pouvais échanger des fourmis comme ça. Et puis mine de rien, certes c'est un petit business marrant, tu vois, mais ça a dû t'apprendre à avoir des discussions avec des adultes plus grands que ton âge et à comprendre des principes. Ouais, à pas faire de fautes d'orthographe, à bien écrire, à être un peu cordial avec les gens. Ouais, non, c'était une bonne expérience. Hein. Ok, très bien. Très très bien. Donc from fourmi to TikTok. Exactement, from fourmi to TikTok. Okay. Et du coup, alors maintenant, petit bond en avant, après les fourmis, après la création de l'auto-entreprise. Donc là, du coup, tu étais en école d'ingé, c'est ça? Ouais. Et il me semble que tu as fait un double diplôme, si je me rappelle bien. C'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certes, j'étais passionné par beaucoup de choses. L'école d'ingé, limite, dès la première année, en fait, je savais que je ne voudrais pas travailler dans l'agronomie, l'agroalimentaire. Mais c'est des sujets qui me passionnent. Donc, je me suis dit, bon, je fais 5 ans parce que ça me passionne. Mais les années passant, arrivant vers la fin du cursus, je me suis dit, bon, quand même, je n'ai pas envie de travailler là-dedans, même si ça me passionne. Il faut que je trouve un diplôme qui soit un peu plus cohérent avec ce que je veux faire. Et donc, effectivement, j'ai fait un double diplôme en école de commerce avec une spécialisation en marketing digital pour que sur mon CV, j'ai quand même quelque chose qui soit cohérent parce que, mine de rien, en fait, j'étais de plus en plus intéressé par tout ce qui était e-commerce, création de sites internet. Et ça collait pas vraiment avec l'école d'ingé en agroalimentaire. Donc du coup, j'ai fait ce double diplôme à Nantes, à Audencia.
Et donc ça a duré 1 an de plus, au cours duquel j'ai pu faire un semestre en Californie, donc ça m'a permis de voyager. Ouais. Comme je continue à faire des prestats pour des clients, à faire des vidéos pour mes réseaux sociaux, mais vraiment à petite échelle, et ben comme j'ai pu pas mal voyager pendant mes études, ça m'a permis de développer un peu ma chaîne YouTube sur la thématique du voyage. Donc en fait, moi c'est ça qui me fascine, c'est que tu t'es pas levé un matin en mode vas-y, je vais être entrepreneur, je vais faire ça, et je vais faire ça comme offre. Et en fait, pour toi, c'est venu hyper naturellement. Ouais, c'est venu vraiment naturellement. Je pense que c'est YouTube qui a tout changé parce qu'un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars qui avait mon âge et qui avait quitté l'école et qui vivait de sa passion et de ses business. Et forcément, tu sais, tu tombes sur une de ces vidéos YouTube, tu as toutes les recommandations par la suite. Et c'est ça qui a un peu fait le déclic entrepreneurial, on va dire. Même si, de base, depuis que je suis petit, je faisais toujours des trucs un peu qu'on peut considérer comme entrepreneuriaux. Ok, ouais. Ah, c'est marrant. Moi, je sais que quand j'étais plus petit aussi, j'étais tombé sur les vidéos de Antoine BM, qui était aux Philippines. Ouais, je le suis aussi à cette période. Et c'est ça qui m'a fait dire waouh, mais en fait, le mec, il a 25 ans ou 24 ans, je ne sais même pas quel âge il avait à l'époque. Là, ouais, sûrement. Même plus jeune, je pense. Même plus jeune, ouais. Et je le voyais partir aux 4 coins du monde, hyper jeune et voyager. Et moi, j'étais là dans mon canapé. J'étais à Troyes, dans l'est de la France. Et c'était génial, mes études. Mais je sais pas, j'étais tellement dégoûté de l'idée que lui, il pouvait voyager, pas moi, que finalement, je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat. Enfin, tombé. J'ai fait le choix d'y aller, tu vois. Mais ok, intéressant. Et du coup, alors, à ce moment-là, t'en vis pas. C'est pas vraiment... c'est pas vraiment une activité qui te donne beaucoup d'argent et qui te fait vivre. Là, tu es vraiment en mode, vas-y, diplôme, un peu voyage, un peu études. Ouais, c'est ça. Non, j'en vivais pas. Alors, ce que ça me permettait de faire, en revanche, c'est d'acheter du matériel qui était de mieux en mieux. Ouais. Donc, du Lumix FZ1000. Waouh. Je suis passé au Lumix GH5. Donc, j'ai pas mal filmé avec du Lumix. Et Lumix GH5 que j'ai gardé un long moment, jusqu'à plus récemment, là, il y a 2 ans, 3 ans, passé chez Canon. Sur du full frame et vraiment upgradé en qualité. Et donc ça, c'était il y a 2-3 ans, au moment où justement j'ai décidé de me mettre à fond là-dedans et de quitter le salariat. Voilà. Ok, donc là, je pense on va rentrer dans une partie qui est... Là, ça va être la partie cœur du podcast, dans le sens où, du coup, à ce moment-là, là, dans ce que tu me disais, tu te lançais un peu dans la production vidéo, mais tu gagnais pas vraiment ta vie grâce à ça. Non, je gagnais pas ma vie. J'étais étudiant à côté, donc c'était juste quelques centaines d'euros. Hein. À l'époque, j'étais débutant, je facturais pas 1 000 € la journée, hein, loin de là. Réseaux sociaux, zéro. Fourmis, ça n'existait plus. Ouais, parce que moi, je sais que je t'ai découvert quand j'étais chez Naotech à Paris. Ouais. Et j'étais stagiaire chez eux. Ensuite, je passais freelance. J'ai bossé quasiment 1 an, je crois à peu près 1 an avec eux. Et j'étais tout seul à Paris. Je connaissais rien ni personne vu que j'habitais de base à Pornic en Loire-Atlantique. Et je sais qu'en allant sur Insta en scrollant, j'ai dû tomber sur une vidéo de toi qui court dans les rues de Paris. Ah oui, ouais. Tu sais, genre, je me souviens d'un plan où, je sais plus c'est dans quel parc, mais je sais que tu courais. Et c'était avec Thomas Yukix. Yukix, dédicace à Yukix. Ouais, dédicace à Thomas. Et je sais que j'avais dû te voir comme ça sur Insta. Et je crois que je t'avais contacté, qu'on avait dû se capter une fois. Puis ensuite, toi, tu m'as fait rencontrer tout ton réseau de vidéastes et tout. Et c'est comme ça que j'ai un peu connu tout le groupe de potes de Paris. Mais du coup, toi, à cette époque-là, tu vivais pas vraiment de la vidéo. Tu faisais des prestations. Du coup, alors à l'époque où on s'est rencontrés, c'était en 2018 ou 2019. Ouais. Je venais de finir l'école de commerce. Okay. Je venais de rentrer en France après le semestre en Californie. Et je travaillais à la Défense. Ah oui, ça, il faut qu'on en parle aussi. Dans une grande entreprise connue. Et donc, c'était très bien. J'ai travaillé 1 an et demi là-bas. Et ce qui s'est passé, alors c'était je travaillais sur un très très gros projet qui était vraiment très intéressant. Donc ça, c'était vraiment génial. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mes prestats à côté commençaient à me prendre de plus en plus de temps. Je facturais de plus en plus parce que j'étais meilleur. Et j'étais carrément obligé de poser des jours de congé de ma boîte, pour faire mes prestats, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, pour mes clients. Au même moment, ce qui se passait, c'est que comme j'avais pas mal voyagé, notamment en Californie, mes vidéos faisaient peut-être un peu plus de vues, mais j'avais, à cette époque-là, je devais avoir 3000 abonnés sur Insta, TikTok 0 parce que je connaissais même pas, et YouTube, j'avais genre 1000 abonnés. Et donc, petit à petit, en fait, mon audience commençait, mine de rien, à se créer. Et ça, par la suite, ça a commencé à intéresser quelques marques. Et on en parlera peut-être, je ne sais pas, mais la première marque, ça a été Orange, qui m'ont contacté par rapport à mes vidéos de voyage pour faire un projet. Ils cherchaient des micro-influenceurs.
dans la thématique du voyage et il se trouve que je faisais des vidéos qui n'étaient pas trop mal dans ce domaine-là et donc ça les a intéressés. Mais tout ça pour dire que j'avais mon salaire, au moment où on s'est rencontrés, j'avais mon salaire de salarié qui était très bien, enfin qui était très confortable après 6 ans parce que d'études. tu étais à la Défense à ce moment-là, Ouais. tu étais un peu le cliché du mec qui va dans sa tour à la Ouais. Défense. Tu Et vois. d'ailleurs, je m'en souviens quand on se voyait, du coup on se voyait avec un peu tous mes potes vidéastes, Ouais. dont Thomas et d'autres personnes. Ouais. Et donc je t'avais introduit à eux, effectivement. Ouais. Et, Dédicace à toute et je la m'en souviens bande, hein, quand, c'était cool. ouais. Et je m'en souviens quand on se voyait du coup le soir. Moi, je rentrais du taf et vous aussi. Mais sauf que moi, quand on se voyait, moi j'étais en chemise, très bien habillé parce que fallait s'habiller comme ça. Et vous étiez tous habillés normaux, quoi. Enfin, comme maintenant je m'habille aujourd'hui On était au un peu quotidien. dégueu, quoi. Un peu Non, pas du tout, pas du tout. Mais ouais, je m'en souviens de ce gap. Là, j'arrivais avec ma petite sacoche, avec mon PC putain, ça, je du sais, travail, ouais. et vous me disiez. Je me souviens une fois, tu m'as dit, mais Ben, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Je m'en souviens, mais trop bien parce que voilà, la tenue de comprenais pas. travail et je t'avais dit parce que c'est comme ça qu'il faut s'habiller quand on est à la 34e étage de la tour Wow, ouais. à la Défense là. Et c'est ça qui est fou, c'est que du coup, tu es vraiment passé de la Défense, un peu cliché, un peu. J'imagine, toi, en plus, je te connais, je sais que tu aimes bien voyager, tu aimes bien créer, faire un peu ce que tu veux. Je pense pas que ça devait te plaire beaucoup d'être dans un truc très cadré au même endroit. Non, pas tellement. Pas tellement, mais après, le projet sur lequel je travaillais était assez passionnant, colossal pour quelqu'un de très junior qui démarrait en premier job. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de travailler sur ce projet. Ok. Mais je savais que je n'allais pas rester plusieurs années. Je suis parti au bout d'1 an et demi. Honnêtement, dans ma tête, je me disais, bon allez, je vais rester salarié peut-être à la Défense pendant 3 ans. Et ensuite, je vais me mettre à 100% sur ma boîte. Et au bout d'1 an et demi, le projet sur lequel je travaillais étant fini, vraiment, je me suis dit, en fait, c'est le moment de le faire parce que je ne pouvais plus faire tous les matins les 45 minutes de métro serrés comme des sardines. Ouais. Et du coup, alors, toi, quand tu étais à la Défense, si tu peux le partager, tu gagnais combien avec ton salaire à la Défense? En gros, je gagnais en net, après impôt, je devais gagner genre 2300 ou 2400 euros net par mois. Ok. Et... Ce qui, à 22, 23 ans, était très bien. Correct. Et après, et du coup, tu te dis, vas-y, maintenant j'ai un peu de chômage, vu que tu as quitté... Ouais, alors ce qui s'est passé, exactement. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin, du coup, j'étais en CDD, en fait, j'ai fait 2 CDD. Et je suis parti au moment parfait d'une fin de contrat, ce qui fait que j'ai pu toucher le chômage. J'avais 1 an de chômage et c'est à ce moment-là. Donc, alors, ce qui est important de savoir, et ça, peu de gens le savent parce que voilà, ça se sait pas trop, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet, c'est que quand on a un projet de création d'entreprise ou de société et qu'on quitte le salariat et qu'on bénéficie du chômage, et ben en fait, on peut être accompagné avec Pôle emploi sur la création de son entreprise. Et donc, on a plein de webinars et de choses comme ça. Et surtout, on n'est pas obligé de postuler toutes les semaines à de nouveaux postes. Parce que moi, je me disais, en fait, je vais perdre un temps monumental. Limite, en fait, j'hésitais même à m'inscrire au chômage quand j'ai quitté le salariat. Parce que je me suis dit, au moins, ça va me booster et je serai obligé, en fait, de trouver des contrats. Et au final, quand j'ai entendu parler du fait qu'on pouvait être accompagné par Pôle emploi, je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, du coup, j'avais 1 an de chômage. Et donc, là, le lendemain d'avoir quitté le salariat, c'était le 1er mars, je me suis dit, ok, j'ai 1 an pour que ça marche. J'ai 1 an où j'ai le chômage, où ça va, j'ai de quoi vivre. Mais j'ai 1 an pour que, à la fin, ça fonctionne en fait. Mon projet de création d'entreprise, de création de vidéos. Et c'est à ce moment précis où je me suis dit, ok, quelle est la meilleure stratégie court terme, parce qu'à ce moment-là, c'était assez court-termiste, pour que dans 1 an, je vive correctement de la vidéo. Et c'est là que j'ai découvert TikTok, la puissance des réseaux sociaux. Et c'est aussi à ce moment-là où on est parti... Et c'est à ce moment-là qu'on est parti ensemble en Espagne pendant 3 semaines et où c'était une énorme période de doute pour moi parce que je ne savais pas dans quelle direction aller. Il y avait trop de possibilités et le temps, mine de rien, passe très vite. Ouais, c'est dingue. Ouais. Ah ouais, donc, et du coup, là, tu te dis, vas-y, j'ai 1 an, tu te lances vraiment à full-time en tant que vidéaste. Et tu t'es vraiment posé en mode, bon, quelle stratégie je vais adopter? Et tu as choisi celle des formats courts. Alors, je n'ai pas choisi directement celle-là parce que celle des formats courts, je l'ai choisie vraiment vers la fin. Donc, j'ai été full-time à partir du 1er mars 2021. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à TikTok, à Instagram Reels et tout ça, qui n'existait même pas d'ailleurs, à Instagram tout court, en août 2021. Donc il s'est passé quand même quelques mois. Et en fait, je me suis dit, ok,
ma priorité, ça va être de faire du contenu quali sur YouTube. Et en parallèle, je vais continuer mes prestats pour des clients. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en fait, YouTube, donc j'ai essayé de publier toutes les semaines sur YouTube et j'ai tenu genre un mois et demi en faisant des tutoriels. T'as fait 4 vidéos, quoi. Et ouais, voilà, j'ai fait 5-6 vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte du temps que ça prenait, du temps que ça m'empêchait pour faire autre chose, pour développer mon entreprise. Et surtout, le peu d'audience que j'avais gagné grâce à ça. Je me suis dit, OK, en fait, changement de stratégie, il ne faut pas faire ça. Et pile, en fait, au moment où je me suis dit, en fait, YouTube, c'est peut-être pas la bonne idée, c'est au moment où on est allé ensemble en Espagne. Et d'ailleurs, je me souviens que toi, tu étais pareil, un peu dans une phase tu étais ultra passionné par le surf. Ouais. Et tu voulais vraiment développer, tu avais commencé Waved, mais c'était vraiment les prémices de Waved. Ouais. Je me souviens que tu ne savais pas trop non plus dans quoi aller. Ouais. Mais ouais, du coup, grosse période de doute. Je me suis dit, OK, YouTube, en fait, c'est pas du tout la bonne solution pour moi. T'avais combien d'abonnés à l'époque, si tu t'en souviens là? À ce moment-là, vraiment, j'avais pas beaucoup, peut-être 1500 sur YouTube et sur Insta, 4000 sur Insta. Ouais, et donc avec ce genre d'abonnés-là et plus ton réseau personnel, etc., tu pouvais générer combien d'argent avec ton auto-entreprise? Avec mes prestats. Donc, il y avait clairement des mois à 0 €, plusieurs mois d'affilée, notamment quand j'avais beaucoup de travail dans l'entreprise dans laquelle je travaillais en société, en tant que salarié. Ouais. Mais je dirais il y avait peut-être des fois des entrées de 2000 €, mais une fois tous les 3 mois. Et ensuite, peut-être une toute petite presta à 500 € un mois. Okay. Allez, peut-être que des fois, il y avait des mois à 4000 €, mais c'était vraiment… C'était assez exceptionnel. C'était quand j'avais fait 3 prestats pendant le mois. Ok. Mais à côté, j'avais le chômage. Et donc ça, c'était aussi une de mes stratégies. C'est que je m'étais dit, il faut quand même que je passe beaucoup de temps à développer mes réseaux parce que pour le long terme, ce sera bénéfique. Et j'accepte de ne pas faire des prestats à la chaîne. Parce que j'aurais très bien pu partir sur une optique, OK, je vais essayer d'avoir un max de clients et je vais faire un max de vidéos. Sauf que je pensais long terme et je me disais, mais dans 10 ans, j'aurais peut-être pas envie en fait, de faire des prestats à la chaîne encore. Et donc, je me suis dit, OK, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose parce que sur le long terme, et puis je voyais des créateurs qui grossissaient bien et qui pouvaient en vivre. Donc, je me suis dit, je vais quand même garder les prestats, mais je ne vais pas faire que ça, je vais faire les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube et c'était trop dur, c'était trop long. Et donc, comme j'avais quand même le minuteur de 1 an qui trottait dans ma tête, donc je me suis dit, OK, quel autre réseau social peut avoir un impact assez fort pour mon entreprise? Et c'est là que j'ai découvert TikTok. Mais c'est ça en fait que je trouve fou chez toi, mec, c'est que d'aussi loin que je me souvienne et d'aussi loin que je les souviens de toi, tu as toujours été dans une grande analyse, une grande préparation en amont. Et moi, après, c'est le sentiment que j'ai toujours la sensation que tu prévois tout, tu contrôles tout. Que genre, tout ce que tu fais, c'était des choix plus ou moins calculés et que ça fonctionne et que c'est logique et que ça marche et que c'est en place, tu vois. Et alors, c'est probablement pas le cas parce que c'est jamais vraiment le cas. Et moi, c'est l'impression que j'ai quand je vois ton parcours, quand je vois comment tu t'exprimes, etc. Tu vois. Alors, c'est pas le cas. Je sais pas du tout dans quelle direction je vais et je sais même pas dans 1 an ce que je ferai. Je sais pas qui je suis. Par contre, ce qui est vrai, et je pense que c'est l'école d'ingé et un peu mon esprit scientifique de quand j'étais petit qui fait ça, c'est que j'analyse beaucoup les choses. Et donc, c'est vrai que je me lance rarement dans un truc si j'ai pas analysé ce qui est possible de faire après. Voilà. Mais ouais, j'adore faire des tableaux Excel, j'adore faire beaucoup de choses qui sont pour calculer plein de data et tout ça. Et du coup, il y a eu parce que du coup, moi, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu un point culminant de ton activité. C'est quand on était parti en Espagne. Et que là, du coup, ça faisait peut-être 8 mois, 1 an que tu galérais plus ou moins entre les prestats, la création de contenu, que ça ne prenait pas. Même pas, ça faisait juste quelques mois, peut-être 5 mois. 5 mois, donc une bonne moitié. Et tu t'es dit, bon, je vais me lancer sur TikTok. Et je me souviens très bien que tu t'étais venu et tu m'as dit, écoute Hugo, je vais me faire un challenge. Je vais poster 1 fois par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Je crois même que tu as fait 2 fois par jour. 2 fois par jour pendant 30 jours, Donc tu as posté 2 TikTok par jour, tous les jours, pendant 30 jours. Ouais, sans rater un jour. Mais alors déjà, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as eu cette idée et surtout, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ouais. Et alors effectivement, c'est le point un peu de non-retour. C'est là où tout a changé pour moi. C'est que donc les choses marchouillant, on va dire, et ne sachant pas vraiment dans quelle direction aller, je me suis dit, il y a plein de gens en ce moment, donc on était en 2021, qui parlent, il y avait déjà eu les confinements, et il y avait TikTok qui avait explosé. Moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que comme beaucoup, j'avais un préjugé sur TikTok et je regardais même pas trop. Et donc, je me suis dit, il y a pas mal de créateurs, notamment américains, dans le domaine de la vidéo
qui sont en train d'exploser. Mais genre vraiment, ils gagnaient des Ouais, millions d'abonnés. Et je me suis dit, et du coup, ils collaboraient genre avec Canon, avec DJI et tout. Et je me disais, C'est mais ouf, ça, c'est les marques de rêve avec qui on rêve de collaborer. Et donc, je me suis dit, je vais me donner à fond. Et donc, au mois de août, sachant que c'est une période assez calme, je me suis dit, je vais vraiment poncer TikTok pour comprendre l'algorithme, comment ça fonctionne. Et donc, j'ai mis TikTok et j'ai swipé des kilomètres de feed TikTok avec un tableau Excel sous les yeux. Et donc, je swipais TikTok, j'étais à mon bureau. J'étais à mon bureau, donc comme si je travaillais. Et je swipais et je notais les stats de toutes les vidéos que je voyais, leurs thématiques, si c'était de la vidéo, si c'était du divertissement, de l'humour, des tutoriels, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Et j'ai fait ça sur des dizaines et des dizaines, des centaines même de vidéos. Et à la fin, j'ai fait entrer et avec tous les calculs que j'avais fait là, toutes les datas, ça m'a donné en gros les tendances qu'il fallait faire, quel hook qu'il fallait plutôt mettre en avant au début des vidéos, quelle thématique était à privilégier, et en gros tous les paramètres qui font qu'une vidéo devient virale. Et en fait, à force d'avoir regardé énormément de TikTok, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 jours cette phase, et en fait je me suis dit, mais en fait, j'ai compris ce qui marche. Et donc, je me suis dit, ok, let's go, allons le faire. Sachant que à ce moment-là, j'avais du bon matos, j'avais des bonnes lights, j'avais des caméras. En fait, d'après toutes mes analyses, ce qui marchait le mieux, c'est quand c'était filmé à l'iPhone en ultra grand angle. Et donc, à ce moment-là, j'avais mon iPhone 11. Et donc, j'ai décidé de faire les 60 vidéos, donc les 2 fois par jour pendant 30 jours, à l'iPhone, complètement, alors que j'aurais très bien pu le faire avec ma caméra professionnelle, mes éclairages qui sont vraiment parfaits. Je l'ai fait à l'iPhone parce que je savais que ça marcherait mieux. J'ai mis en place plein de petits trucs, j'ai testé beaucoup de choses et j'ai publié. Premier jour rien, deuxième jour rien, troisième, une semaine rien, mais je continuais, je faisais 100 vues et je regardais même pas les stats. Enfin vraiment, j'ouvrais TikTok en machine, je faisais hop, publier, je fermais, je faisais une fois 10 heures, une fois 17 heures, et etc. Enfin voilà. Et au bout de plus d'une semaine, peut-être 8 ou 9 jours, là, je me connecte et je vois que pendant la nuit, j'ai gagné 4000 abonnés. Donc, je vais voir. Et là, effectivement, il y avait une vidéo qui était en train de percer. Ensuite, les autres ne marchaient pas trop. Ensuite, il y a eu une deuxième qui a percé, troisième, quatrième, cinquième. Wow. Et sur 60 vidéos, il y en a peut-être 10 qui ont fait plus d'1 million de vues. C'est ouf. Hein. Et sur 60, il y en a peut-être eu 20 qui ont fait plus de 100 000 vues. Ce qui est beaucoup et ce qui montre que ce n'était pas vraiment dû au hasard. C'était vraiment mes analyses, en fait. Mon tableau Excel avait servi à quelque chose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 6 mois, donc après, j'ai publié moins fréquemment parce que c'était un rythme assez soutenu. Et en 6 mois, j'ai gagné 500 000 abonnés sur TikTok. Mais c'est voilà. Et ces 500 000 abonnés sur TikTok, c'est ce qui a fait après que tu as réussi à avoir plus de demandes, etc. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, j'ai 500 000 abonnés, c'est bizarre, je ne reçois pas de mails de marque et tout ça. Et en fait, je pense que les marques et les agences qui bossent avec les marques ont des databases de créateurs à utiliser. Enfin, à utiliser. C'est un mauvais mot, mais quoique, pour les différentes collabs avec des marques. Et en fait, ils mettent à jour leur database de temps en temps, mais pas toutes les semaines. Et donc, en fait, j'ai grossi tellement vite sur TikTok que je pense que je n'étais pas dans toutes les databases. Et par contre, du jour au lendemain, d'un coup, il y a plein de marques et plein d'agences qui m'ont contacté. Et donc ça, c'était peut-être au bout de 6 mois après avoir percé, on va dire. Donc en gros, tu as percé. J'ai percé. Et pendant quelques mois, il y avait trop rien. Oui, il s'est passé pas grand-chose, à part des marques pourries un peu chinoises de dropshipping et tout ça. Et les vraies collabs sérieuses ont commencé à arriver plusieurs mois après. Il y a eu un effet, de latence qui s'est passé. Et c'est là que, on va dire, j'ai rentabilisé mes efforts faits pendant les 2 mois où j'ai vraiment, du coup, tout le mois d'août, j'ai analysé TikTok, j'ai scripté 60 idées de vidéos et j'en ai tourné plein, je l'ai monté. Et tout le mois de septembre, je l'ai passé à publier, continuer à monter, etc. Et donc, du coup, j'ai alloué 2 mois entiers à TikTok à essayer de percer. Et donc, j'ai refusé même des prestats pour ça. Tu t'es dit, en fait, j'ai vraiment misé là-dessus. Et ça a mis, du coup, plus de 6 mois avant d'avoir le premier euro de TikTok. Enfin, venant pas de TikTok directement, parce que la monétisation n'existait même pas, mais venant d'une collaboration.
C'est ça. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, même au niveau que tu as maintenant sur TikTok, je ne crois pas que tes abonnés aient drastiquement augmenté depuis. C'est resté autour de 500 000, même 600 000, je crois. C'est ça, ouais. Un peu moins de 600 000. 180, quelque chose comme ça. Et là, tu as toujours encore des marques qui te contactent et plein de placements, de partenariats? Complètement. Ouais. Ben, alors, du coup, effectivement, j'ai arrêté. Enfin, TikTok a pas mal changé. J'ai professionnalisé mon contenu en faisant beaucoup plus à la caméra, volontairement, en sachant que ça buzz moins, mais je cherche plus du tout le buzz, au contraire. Je cherche vraiment à avoir une communauté qui est un peu plus engagée. Et donc, volontairement, j'ai fait des choix qui font que ça fait beaucoup moins de vues, mais le contenu est beaucoup plus quali. Ouais. Donc, forcément, l'audience a grossi beaucoup plus lentement par la suite. Et oui, du coup, aujourd'hui, maintenant, TikTok me rapporte beaucoup de contrats avec des marques parce qu'ils voient le gros chiffre. Mais en réalité, là où les stats sont les meilleurs, où il y a le plus de clics sur des liens et des choses comme ça, c'est clairement avec YouTube et Instagram. Mais c'est TikTok qui ramène les choses. Et il y a aussi beaucoup de contrats qui sont arrivés grâce à TikTok. C'est des marques, pas mal de marques prestigieuses, qui cherchent quelqu'un, un vidéaste. Ils veulent un vidéaste, mais un vidéaste qui s'y connaisse en contenu vertical, short form. Donc avec des contenus un peu plus rapides et qui marchent. Et il se trouve que des vidéastes qui sont bons en vidéo et en plus qui savent gérer l'algorithme et tout ça, ben, il n'y en a pas tellement, en France en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéastes qui sont d'excellents vidéastes en tant que réalisateurs, qualité d'image. Et qui n'aiment pas trop le contenu vertical. Qui n'aiment pas le contenu vertical parce qu'ils se disent c'est pas pour moi, c'est pas très quali, rien. J'en faisais partie avant de découvrir TikTok. Mais au final, je me suis adapté à ça et du coup, il y a pas mal de marques qui viennent vers moi du coup, pour faire du contenu en marque blanche où je suis derrière la caméra, mais c'est moi qui vais piloter la réalisation de la vidéo. Donc il y a des acteurs, il y a des sportifs et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai la connaissance à la fois technique de la caméra et à la fois technique de l'algorithme et de ce qui marche. Et donc ça les intéresse pas mal. Et donc effectivement, j'ai fait pas mal de prestats comme ça. Et du coup, alors, une fois que tu as eu ce virement-là sur TikTok et tout, tu arrivais, parce que là, moi j'adore parler dans le concret des chiffres, etc. Mais tu as bien raison. Tu arrivais à générer combien là-dessus? Genre tous les mois, ou même si c'est tous les 3 mois, en moyenne, tu arrivais à générer combien tous les mois via les partenariats, etc. On va dire que du coup, la deuxième année TikTok, parce que du coup, ça a mis un mois à buzzer, plus que les premiers partenariats arrivent. Au bout de 1 an comme ça, je prends en global en englobant TikTok plus les différents partenariats, mais je pense que ça devait être autour de... C'était pas énorme, mais peut-être en moyenne, 2-3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Sachant que je refusais énormément de prestations. Qui n'étaient pas dingues. Qui n'étaient pas dingues, mais il y en a d'autres qui auraient pu rapporter des sommes monumentales, mais qui n'étaient pas du tout dans ma thématique, qui avaient des briefs qui n'étaient pas du tout alignés avec ce que je voulais faire. Vraiment, je refusais à l'époque, j'avais pas non plus des demandes toutes les heures, mais je refusais au moins, je sais pas, 70%, et aujourd'hui je refuse au moins 95%. Parce qu'il y en a plus. Mais... Tu peux donner un exemple d'une marque, pas le nom, mais d'un projet qui t'a vraiment pas plu non, alors des projets, tous mes projets m'ont énormément plu. Parce d'une marque que tu as refusé, tu vois. Mais il y a énormément de trucs de caméras de surveillance, d'aspirateurs, de canapés même. Des demandes pour des canapés pour faire des stories, mais ça, c'est pas du tout mon truc. Puis tu allais pas recevoir un canapé énorme dans ton appart. Surtout à Paris, et j'en ai déjà un. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, alors c'est quoi la situation aujourd'hui? Et donc la situation, 3 ans, on est en février 2024, et donc ça fait pile 3 ans que je suis à mon compte. Et la situation est que TikTok, avec le gros chiffre, intéresse des entreprises qui sont intéressées par mon contenu. Ils voient qu'il y a aussi tout l'écosystème avec Instagram et avec YouTube, et parce que YouTube a quand même bien grossi depuis. Et donc, du coup, ça me permet de collaborer avec des marques vraiment intéressantes. Et à côté de ça, entre-temps, on n'en a pas parlé, mais j'ai créé 2 formations. Une pour le montage à Final Cut Pro, parce que je recevais beaucoup de questions sur comment je fais mes vidéos et tout ça. Et une autre qui est pour apprendre aux gens à justement développer une audience sur les réseaux, notamment TikTok. Et voilà. Et donc, et qui me prend quand même un peu de temps, parce que je réponds beaucoup aux gens qui sont dans la formation. Et aux gens aussi qui me posent des questions sur Instagram notamment. Donc il y a tout ça, il y a la création de vidéos en marque blanche pour des entreprises, ça toujours. De temps en temps, de moins en moins, mais de temps en temps des vidéos corporate comme à l'époque classique, en mode freelance, complètement vidéo.
Et puis voilà, avec les marques, tu sais, il y a toujours de l'affiliation, des choses comme ça. Ok, incroyable. Et voilà. Ok, et du coup, encore une fois dans le concret, Ouais. aujourd'hui, tu arrives à te tirer un salaire satisfaisant, tu peux dire combien ou... Du coup, aujourd'hui, en gros, en 2023, en moyenne, j'étais autour de 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ok, Donc, il y a des mois qui sont le double et il y a des mois qui sont rarement. J'ai jamais fait en dessous de 4 000 € en 2023, par exemple, de chiffre D'accord. d'affaires en un mois. ok. Et parce qu'il y a toujours, ce que je disais, il y a Ouais, toujours l'affiliation qui marche un peu en permanence. Et donc, même si je fais pas de gros contrats dans le mois, il y a toujours les formations, il y a toujours l'affiliation, les petites choses comme ça. Et c'est quelque chose que je recommande vraiment de faire à tous les créateurs de contenu. Ok, d'ailleurs. donc du coup, toi, tu regrettes pas du tout d'être passé en mode contenu vertical pour faire tout ça, même si ça paraissait peut-être moins quali, même si c'était pas forcément aussi bien d'un œil de vidéaste. Ouais. D'un point de vue business, ça a vraiment bien marché pour toi. Ouais, je regrette pas une seconde de l'avoir fait. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, mais waouh, si je l'avais pas fait, vers quoi je serais allé, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? D'un côté, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je me souviens qu'on a eu des discussions où tu me disais, Hugo, j'en ai un peu marre. Ouais. J'en ai un peu marre de faire ça. J'en ai marre de pas faire du assez quali. Parce que t'as complètement les compétences et les connaissances pour faire du contenu ultra quali, mais tu as passé les dernières années à faire du contenu très rapide avec l'iPhone en grand angle, même avec la caméra des fois, mais très consommation. Parce que tu savais ce que ça allait te rapporter. Mais pourquoi ça te saoule? Alors, sur le coup, c'était génial. Sur le coup, vraiment, à ce moment-là, quand je publiais vraiment très régulièrement sur TikTok, ça me saoulait pas. Limite, c'était addictif un peu. Enfin, quand tu vois que tu postes une vidéo, parce que du coup, je voyais exactement les vidéos qui marchaient. Donc, évidemment que je surfais là-dessus. Et donc, j'ai fait énormément de vidéos que je considérais comme quali pour le contenu TikTok, parce que j'apprenais réellement, même si c'était fait dans un style très rapide où je parlais super vite à l'iPhone, en ultra grand angle, j'essayais en tout cas à chaque fois d'apporter un tips, un conseil, un petit tuto, voilà. Mais effectivement, de base, je suis vidéaste. Je faisais du contenu, ma caméra prenait la poussière limite. C'était mon iPhone qui faisait toutes les vidéos. Et effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de faire du snack content comme ça. J'ai envie de reprendre la caméra et de repartir faire, entre guillemets, des b-roll cinématiques sur des musiques. Quitte à moins gagner, à faire moins d'audience. Ouais, exactement. Mais c'est facile à dire une fois que les choses marchent. Si ça marchait pas, peut-être que j'aurais continué jusqu'à ce que ça marche, ou je sais pas exactement ce que j'aurais fait. Mais une chose est sûre, c'est que au bout de un an et demi à faire ça, ça me manquait clairement de faire du contenu avec la caméra, de sortir avec mes potes vidéastes pour filmer du contenu horizontal, voilà. Et t'en penses quoi maintenant aujourd'hui avec un œil extérieur tu vois, du contenu, comme on aime bien l'appeler, du contenu un peu snack, un peu parfois déchets qui sont vraiment à la va-vite. Et tu sens que le contenu, il n'est pas là pour t'apporter une valeur. Tu vois, des fois, tu scrolles sur Insta ou même surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok, Tu sens que le contenu, il est surtout là parce que ça suit une structure, tu vois, un hook. En anglais, un hameçon, tu vois, pour vraiment t'attirer. Et on sait qu'on se fait avoir. On sait qu'on se fait avoir, sauf que c'est addictif. Et toi, tu décides de plus faire ce genre de choses. Ouais, alors je considère que j'ai jamais vraiment fait ce genre de choses. Certes, c'était du contenu un peu snack content qui n'était pas incroyable en termes de qualité en tant que vidéaste. Mais comme je le disais, vraiment à chaque fois, c'était des tutoriels. Même j'ai fait une série de vidéos sur mon matériel où j'expliquais aux gens quel Mac j'utilisais, quel micro. Donc c'était vraiment apporter quand même de la valeur, même si la forme… En gros, le fond était présent, même si j'allais très vite, donc forcément je rentrais pas dans les détails. La forme était en mode TikTok. Aujourd'hui, j'ai envie que le fond et la forme soient en mode vraiment vidéaste quali. Parce que tu cherches autre chose que l'audience. Mais parce que je suis passionné d'image depuis que je suis petit. Et donc forcément, je filme avec un appareil et une caméra depuis que j'ai 10 ans. C'est bête à 27 ans de continuer à faire ça, à filmer avec un iPhone, alors que depuis les 15 dernières années, je suis passionné par de belles images. Et donc en fait, c'est juste le retour à ce qui me plaît, c'était vraiment de faire des vidéos vraiment bien travaillées, de travailler 2 semaines sur le même montage. Mais tu penses que du coup, tu vas pouvoir continuer à vivre? Je veux dire, si tu arrêtes de faire des vidéos snack content qui te rapportaient tant, est-ce que ça va pas faire dégringoler ton chiffre d'affaires et tout ça? Non, parce que je pense que là, les réseaux sociaux je suis pas le seul à me dire ça. Et donc, les réseaux sociaux sont un peu sur un tournant où maintenant, les gens veulent voir plus de vidéos authentiques qui sont plus travaillées dans le sens storytelling et
et travailler en termes de vraiment on dit ce qu'on pense, on dit les je suis choses, d'accord avec toi. Ouais. plus que travailler en mode capter l'attention le plus vite possible. Ok. Et je pense que les choses évoluent comme ça cette année et ça évolue en même temps avec ma pensée actuelle. Ok. Donc, Et du coup, là, ça serait, je pense, un conseil cool pour la personne qui est potentiellement en train de nous écouter maintenant. Si tu dirais quoi à un jeune créateur ou une jeune créatrice qui a envie de se lancer sur les réseaux sociaux et qui voit, tu vois, d'un côté des formats longs qui ont l'air de plus ou moins fonctionner avec un certain engagement, et de l'autre des milliers de vidéos formats courts qui font des dizaines de milliers de vues. Ouais. Tu te sens un peu perdu, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça qui a envie d'être créatrice de contenu, de faire grossir une audience? Est-ce qu'elle devrait s'engager sur, vas-y, full TikTok pendant les 3 prochains mois, une vidéo par jour, full Instagram Reels, full YouTube? Qu'est-ce que tu conseillerais, tu penses? Ce que je conseillerais, alors si c'est une personne qui veut, alors que ce soit une personne qui veut vivre de la création de contenu en mode comme nous maintenant, ou qui veut développer son entreprise de freelance, je conseillerais la même chose. C'est en partant de zéro, comme on a peu de visibilité, forcément, il va falloir faire des contenus qui vont sortir du lot. Et le contenu quali, full valeur, c'est pas le contenu qui sort du lot malheureusement, ou alors très rarement, mais c'est assez imprévisible. Donc ce que je conseillerais de faire, c'est avoir une stratégie un peu 50-50. 50% des contenus que vous publiez, c'est en mode ultra quali, vraiment full valeur, limite long, très long, pour qu'il y ait vraiment une audience très quali qui vous suive. Et 50%, c'est un peu des bouteilles qu'on jette à la mer en mode ça peut percer. En mode plus, pas suivre des trends parce que j'ai jamais suivi de trends en utilisant des musiques tendances et tout ça, mais en mode plus, par exemple, tu vois, les contenus en ce moment qui percent et tout, c'est une vidéo de 3 secondes sur Instagram. Et en gros, tu as toutes les infos qui sont en description. Genre, voici comment j'ai développé mon entreprise de freelance. Et là, read the caption. Voilà. Lisez la description. Et là, toutes les infos sont dedans. Évidemment, ça fait un watch time monumental parce que les gens restent sur la vidéo. Du coup, ça marche bien. Mais en gros, utilisez ces petites astuces là de ce style, tout en faisant du contenu quali, parce qu'il ne faut pas griller son image sur le long terme. Mais voilà, surfer un petit peu sur les choses qui marchent. Là, tu parles que d'Instagram. Je parle de Instagram et TikTok et YouTube Shorts. En gros, tu parles du contenu vertical en général. Je parle du contenu vertical parce que c'est vraiment dommage, voire pas stratégique du tout, de faire autant. Parce que du coup, ce que je conseille de faire, c'est quand même de publier une fois par jour, pendant 30 jours minimum. Parce que c'est ça qui va. Si vous publiez une fois par semaine, en un an, vous aurez publié peut-être 50 ou 60 vidéos. Alors qu'en 1 ou 2 mois, vous pouvez l'avoir fait. Et donc, en fait, forcément, ça va catalyser, c'est un catalyseur de croissance, en fait, le fait de publier quotidiennement. Donc, et en plus, ça permet d'apprendre énormément de choses sur la création de contenu, sur construire des process. Donc, c'est ce que je recommande de faire. Et surtout, je me permets juste de couper là-dessus parce que je pense que c'est pertinent. Ça serait, tu peux grossir, tu peux créer une audience pendant 10 ans, tu vois. Mais là, quand tu dis qu'il faut en publier une par jour pendant 30 jours, c'est dans la mesure où tu es vraiment dans une urgence de vas-y, je vis de ma passion. C'est le court terme. Et je vais développer. Court terme, c'est balance full contenu. Et après, une fois que tu as un peu d'audience, tu choisis ton rythme de croisière. Et en fait, il faut démarrer. En fait, il faut imaginer une boule de neige. Au début, c'est un flocon. Et en fait, il faut une énergie énorme là, pour accumuler plein de petits flocons, machin. Et ensuite, on fait grossir cette boule de neige, sauf qu'en fait, pour la faire grossir au début, et qu'elle puisse se lancer dans la piste, il faut qu'elle ait une taille un peu critique. Et forcément, pour atteindre cette taille critique, il va falloir soit avoir le temps et se dire je me laisse 10 ans pour le faire, soit mettre toute l'énergie dès le départ et vraiment publier tous les jours pour atteindre une taille qui est assez intéressante. Et en fait, ensuite, ça va vraiment tout entraîner. Dès qu'on atteint 1000, 5000, 10 000 abonnés, là, vraiment, les choses, elles sont exponentielles et la boule de neige, elle part, elle dévale la pente super vite et les choses s'accélèrent. Mais au début, ce que je recommande de faire, c'est vraiment de donner cette taille critique à la boule de neige pour qu'elle puisse avoir une énergie qui soit. Je suis de ouf d'accord avec toi parce que pour Wave, ma chaîne YouTube de surf, parce que pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, j'ai ce compte là, Hugo M, où je poste des trucs sur Contrast et sur mes productions. Mais à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Waved, dans laquelle là, j'ai pas eu tout fait comme toi. J'ai pendant 2 ans posté une vidéo YouTube par semaine toutes les semaines. Et sur Insta, je faisais un reel par semaine. Et aujourd'hui, je suis devenu l'une des plus grosses chaînes YouTube en France sur le surf. Et je fais des vues stratosphériques sur YouTube. Mais ça m'a pris 2 ans, 2 ans et demi. Peut-être que Et encore, tu as un rythme qui est rapide. Parce qu'une vidéo par semaine sur YouTube, c'est assez gros. Pour moi, une vidéo YouTube par semaine, c'est l'équivalent d'une vidéo par jour sur TikTok.
en termes d'énergie et de temps que ça Ouais, nécessite. mais là, je me suis vraiment focus sur YouTube, j'avoue. Ouais. Et aussi, tu as une niche qui est assez qui est plus restreinte. Et tu penses que moi, imaginons si j'avais suivi ton conseil, imaginons 3 ans auparavant, j'aurais commencé, j'aurais fait allez, vas-y, je vais faire une vidéo de surf par jour, tous les jours sur TikTok pendant 60 jours et aussi sur Insta. Tu penses que j'aurais pris d'un coup, je sais pas, 20K? Bah, à ton avis. Ouais, tu penses? Bah oui. Donc en gros, moi, ça m'a pris 2 ans, 3 ans pour franchir, pour arriver quasiment à 40K sur Insta. Et tu penses que j'aurais pu faire ça en 2 mois? Tu aurais pu le faire, sauf que l'audience serait beaucoup moins quali, je pense. Ouais. Parce que tu aurais eu cette audience beaucoup trop vite, alors que tu n'as pas encore beaucoup de contenu sur. Ouais, et que j'avais rien à vendre. Et puis Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, ta stratégie YouTube est très bonne. Pour moi, c'est vraiment parfait ce que tu as fait. Hein. La stratégie, une vidéo YouTube ultra quali en plus sur Waved par semaine, c'est la formule parfaite pour développer une audience vraiment super quali et ça se voit avec tes stats aujourd'hui. Tu payes forcément le prix de c'est long terme, donc ça prend plus de temps. Par contre, ça t'a pris 2 ans et demi. Ouais. Et c'est pas encore ça qui te permet de t'acheter une Porsche. Ouais. Ok, hyper intéressant. Donc en gros, pour une personne qui aimerait démarrer, ça serait… 50-50, contenu ultra quali, ultra pertinent pour développer une audience quali. Et à côté de ça, des petits short form content qui sont là pour faire découvrir votre compte à plus de monde. Et en faisant des 10, 100 000 vues, ça va faire découvrir d'un coup votre compte à plus de personnes. Ils vont voir tout le contenu quali que vous avez posté. Ouais. Et ces personnes vont s'abonner. Ok. Bon, alors là, je me permets de prendre mon PC juste pour voir parce que j'ai noté 2-3 trucs. Ok. Benjamin. Déjà hyper intéressant, je pense que là en termes de connaissances sur les contenus courts et tout, c'est hyper cool pour le podcast. Maintenant qu'on a parlé un peu de la partie professionnelle, j'aimerais bien qu'on parle de toi, mais sur un prisme un peu plus personnel. Benjamin Mollier, dans la vraie vie, il est comment? Parce que là tu vois, tu as une image très calculateur, vas-y, je me suis mis devant un tableau Excel, etc. Mais dans la vraie vie, c'est quoi ton tempérament? Est-ce que tu es plutôt, très extraverti et puis pas du tout rangé et tout est un bordel chez toi, ou je dis des exemples avec moi. T'es comment dans la vraie vie, Benjamin? Dans la vraie vie, Hugo, honnêtement, alors si je dois décrire mon comportement, mais après toi tu le sais, mais je suis quelqu'un de très calme et c'est aussi ça qui me permet, j'analyse beaucoup de choses, mais je le fais toujours de façon très calme, je m'énerve très très rarement. Et je pense que ça me donne aussi beaucoup de patience. J'ai de la patience associée à ça. Et c'est ça qui me permet, je pense, d'avoir publié autant de contenu sur le long terme sans m'arrêter ou de ne pas abandonner au moindre échec ou des choses comme ça. J'ai l'impression de dire que des qualités là. Mais, parmi toutes tes qualités, est-ce qu'il y en a une qui est un peu moins bonne que les autres? Mais un des défauts que je reconnais et je m'en aperçois de plus en plus… C'est que tu es perfectionniste. Non, ça c'est le défaut, pas défaut, tu vois. Ouais, ça je le considère pas vraiment comme un défaut celui-là. Non, alors c'est pas vraiment un défaut, mais en fait c'est la difficulté à être ultra authentique dans des contenus. Comme c'est les contenus vers lesquels je tends de plus en plus en ce moment, parce que c'est ça que j'aime regarder chez les autres créateurs et c'est ce que j'ai envie de créer, parce que c'est vraiment là où tu apportes le plus de valeur finalement. Et en fait, c'est super dur de faire du contenu authentique. Et je m'en aperçois en ce moment, surtout là, ces jours-ci, où on est en train de créer du contenu justement pour nos réseaux dans un cadre qui est plus sympa qu'à Paris. Et je trouve ça dur en fait d'arriver à poser sur une feuille des choses en plus que j'ai vécues et des choses qui pourraient être intéressantes pour des gens. Mais je pense que j'arrive pas assez à m'ouvrir sur les choses que j'ai en tête et à le dire de façon ultra fluide comme ça. Au final, comme ce qu'on est en train de faire. Mais dès que tu es tout seul devant une caméra, en fait, c'est… Parce que là, franchement, je trouve, dans cette interaction, tu m'as l'air hyper… là, je suis comme quand il n'y a pas de caméra. Ouais. Sauf que dès que tu es tout seul, dès qu'il n'y a plus toi… Enfin, en fait, dès que tu es tout seul… Là, si je m'en vais… Là, tu es en mode… mais mon cerveau, il switch d'un coup. Et c'est… En vrai, ça me saoule. Et truc fou aussi, parce que je rebondis sur un truc que tu dis, tu as dit, je suis assez calme dans la vie et tout. C'est vrai que tu es incroyablement calme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Hugo n'arrive pas à m'énerver. Alors que Hugo est une batterie lithium prête à exploser. Comment ça… Enfin, ça fait, je crois, 5 ans peut-être qu'on se connaît, même plus.
je t'ai jamais vu une seule fois t'énerver. Je t'ai vu des fois, j'ai pu entrevoir un Benjamin un peu agacé, mais c'est le maximum. Genre ce matin, quand ça me saoule de ne pas avoir de connexion internet de qualité dans cet endroit et je devais envoyer un fichier de 50 gigas. C'était le max, tu vois. C'était le max que je pouvais voir. Mais comment ça se fait que tu t'énerves jamais genre je pense que c'est depuis que je suis petit. Le secret, c'est peut-être d'avoir eu 3 petites sœurs. Ah ouais. Et non, en vrai, je sais pas. Je pense que c'est dans mon ADN peut-être. Enfin, depuis que je suis petit, je m'énerve pas. Non, je pense que c'est comme toi. Hein, pourquoi tu es si énergique à 2000 volts? Je sais pas, moi je crois que je suis malade. Je suis un malade mental, j'ai un problème. J'ai la maladie opposée. Si tu veux, on peut se perfuser un petit truc pour devenir. Mais non, je pense que c'est moi quoi. Ok. Et truc aussi, alors très personnel, tu as le droit à un joker. Alors, je te l'ai pas dit dans le podcast, mais je pose plein de questions, tu vois. Si jamais il y a un truc qui dérange, tu me dis joker, hop, et bah là. Vas-y, dis-moi. J'ai peur de ta question. T'inquiète, c'est rien de méchant, c'est rien de méchant. Est-ce que tu as des complexes dans ta vie? Honnêtement, pas tellement. Si j'étais plus baraque CRMI. Non, franchement. Après, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont des complexes qui vont se dire oh là là, il y a trop de chance, machin, mais personne n'est parfait et je le suis pas du tout. Non, honnêtement, j'ai pas de complexe et je pense que c'est. Et t'as jamais eu de complexe? Non, si, le fait d'avoir un physique, je sais pas, pas de musclore ou des choses comme ça, tu vois. Mais à l'aller, c'est pas un complexe de fou en vrai. Okay. Mais je pense que ce serait mon plus gros complexe si je devais en trouver un. Mais je ne considère pas ça vraiment comme un complexe. Et je pense que honnêtement, c'est une force parce que ça facilite aussi le fait de faire des vidéos. Il y a plein de gens on se fixe toujours des barrières pour faire des vidéos face à une caméra. Et on a tous plus ou moins les mêmes barrières. Et forcément, il y a des personnes qui sont plus ou moins complexées. Et j'ai plus cette chance où je me dis, ça au moins, je n'ai pas ce problème je sais pas, de complexe physique ou de choses comme ça. Mais non. Et pour revenir au sport, parce que je sais que tu es un peu une coach. Le mec, il a une coach personnelle ou un coach, non? J'ai vu. Ouais, si, j'avais une coach jusqu'à il y a peu de temps, qui était justement pour me motiver à faire du sport. Parce que, alors, un de mes gros défauts, c'est que je travaille un peu non-stop. Parce que c'est ma passion et que j'aime beaucoup avancer. Ça, c'est vraiment depuis que je suis petit, je ne supporte pas la stagnation. C'est pour ça qu'on t'appelle l'IA. Ouais, voilà. On dit souvent que Ben, c'est l'IA. Parce que Ben, il ne s'arrête jamais de travailler. Ouais. Et en plus, ça fait rire parce que tu regardes quasiment jamais de films ou peut-être avec ta copine, mais c'est tout. Ouais. T'écoutes pas de musique? Rarement, ouais. Je te vois faire un peu de sport, mais c'est pas l'activité qui prend plus de temps. Non. En fait, je ne te vois que travailler tout le temps. Ouais, non, c'est vrai. Je travaille énormément et c'est maintenant que les choses marchent un petit peu mieux de façon financière, clairement. Je m'octroie le droit de regarder des films et des séries, notamment avec ma copine. Mais quand elle n'est pas là, clairement, je travaille. Si elle part en soirée avec ses copines, jusqu'à minuit, je suis en train de travailler. Okay. Parce que ça me passionne et que je me dis, tu vois, un autre défaut, c'est que en fait, je me dis je n'accepte pas qu'une heure soit perdue à faire autre chose. Et des fois, mais ça c'est un truc de fou, c'est que je me dis bon allez, ce soir, je regarde un film. Allez, on se détend, je regarde un film, je mets 10 minutes et après en fait j'en ai trop marre, je me dis ouais mais non, en fait faut que j'arrête de regarder ce film et je swipe la fenêtre Netflix, je la quitte et je me remets à travailler sur des scripts ou des vidéos ou des projets et tout ça. Parce que en fait, mon cerveau n'accepte pas de stagner. En fait, je me dis, mais en fait, là, je pourrais avancer. Et volontairement, je décide de ne pas avancer. Et vraiment, à force d'écouter, parce que j'écoute beaucoup de podcasts de personnes et tout ça, et qui sont dans ce domaine de développement personnel, et je me dis, en fait, il faut que je les écoute parce que ces personnes-là, tu vois, Antoine BM, il ne travaille que le matin. Et ça je me dis, mais c'est inconsidérable pour moi, parce qu'en une matinée, surtout que moi, je suis plus productif le soir, vraiment pas le matin. Okay. Et ça me saoulerait de vraiment, à la moitié de la journée, me dire, je mets sur pause et je recommencerai demain. Vraiment de me dire, oh non, la moitié de la journée, elle est pour autre chose, même si c'est pour se détendre et tout ça. Bref, ça, c'est un énorme défaut sur lequel j'essaie de travailler. Ok. Ouais. Intéressant. En vrai, c'est un truc de psychopathe. Hein, non, mais c'est pas non plus ça, mais je pense que chacun a ses délires et tout.
Moi, je sais qu'au bout d'un moment. Après, c'est ma j'adore passion. travailler Hein. aussi, tu vois. Jamais de la vie, j'aurais travaillé H24 pour mon travail de salarié. Ah oui, ouais. C'est parce que. Là en fait, j'ai l'impression de construire quelque chose pour moi. En fait, je suis en train de fabriquer ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, de me dire, bon, allez, hop, ce soir, je fais une Ouais. pause. Même si, au final, forcément, faire une pause, c'est aussi construire sa vie et tout ça. Mais je me le dis peut-être pas assez. Et c'est quoi du coup, parce que je sais qu'on a fait un petit format court l'autre jour là où je t'ai posé plus ou moins une question similaire, mais tout ça, tu le fais pourquoi? Pourquoi tu te bats, Ben? Ouais. Genre, même outre le fait, tu vois, d'inspirer les gens, etc. Qu'est-ce que tu as projet de construire dans ta vie? Dans ma vie, alors du coup, pour reprendre ton terme, pourquoi tu te bats, je ne me bats pas. Je ne me bats pas. Je vis de ma passion, je fais des projets de fou. Je refuse, comme je disais, 95% des projets qu'on me propose parce que soit c'est pas dans mes valeurs, soit c'est pas des marques avec qui j'ai trop envie de travailler ou des projets qui m'intéressent. Donc j'ai le luxe de faire tout ça. Donc déjà, c'est un truc de fou. Moi, clairement, j'ai envie de vivre toute ma vie à faire des projets qui sont cool comme ça. J'ai envie de plus voyager. Là, ça fait quelques années où c'est un peu plus mis en pause, ou alors tous les voyages que j'ai fait, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé ces dernières années, c'était à chaque fois pour des projets avec des marques ou des personnes que je devais filmer. Donc plus voyager avec ma copine et voilà, je sais pas, créer une famille avec 2 enfants, un garçon, une fille. Précisément. Tu devrais pas avoir 2 filles ou 2 garçons. On verra ça. Je ferai des tableaux Excel pour estimer les probabilités. Non, mais ouais, non, mais clairement, travailler moins à l'avenir, forcément. Ok. Forcément. Mais en fait, je profite du fait que j'ai une énergie à fond à 27 ans, C'est vrai, ouais. même si je vois que j'ai clairement moins d'énergie que quand j'avais 23 ans. À 23 ans, je pouvais faire 7 heures, 1 heure du matin, full travail. Et maintenant, malade. en vrai, à minuit, je commence à fatiguer. Non, en vrai, je sens que je suis plus moins énergique, mais forcément, je vais ralentir avec le temps. Ok. Ah, putain, mais c'est ouf. Ouais. Ça me fait rire parce que moi aussi, je me dis un peu pareil. Je me dis, ouais, là, Hugo, en fait, je sais que Mais j'ai une on le énergie voit, de ouf. on a passé du temps ce matin avec des personnes qui ne sont pas dans le milieu. Et à midi, Hugo lui a dit « Bon, j'avais une hâte, c'était de me remettre à mon ordi. » Moi, j'ai passé clairement une partie de la matinée direct sur l'ordi déjà en prenant un peu d'avance. Et Hugo, il arrive à midi. Bon, allez, c'est bon, on se met à l'ordi, on va commencer à bosser. J'ai trop kiffé. Oh là là. J'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. Et c'est aussi pour ça qu'on apprécie, il y a Tom qui est juste à côté, mais on apprécie passer du temps entre personnes qui ont un peu la même vision. Ouais. Ça permet d'avancer plus rapidement. Et alors, là, pour finir un peu de ce podcast, j'ai 2 trucs à te demander. Le premier, je vais te dire un mot-clé et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Ça peut t'évoquer un truc personnel, un truc professionnel. Ok. Le mot-clé, il n'est pas incroyable non plus, ça va. Ouais. Le mot-clé, c'est le mot-clé long terme. Ok. Et ben, ça m'évoque pas mal de choses, parce que c'est un mot que je dis souvent, surtout en ce moment. Pour moi, le long terme, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir un peu quasiment tous les jours dans nos actions. J'ai toujours un peu, tu vois, quand je disais que je voulais lancer une chaîne YouTube ou lancer des réseaux sociaux ou analyser un petit peu comment les réseaux sociaux marchaient, je le faisais en me disant, je vois qu'il y a des gens, sur le long terme, en fait, ça a été ultra bénéfique pour eux de le faire. Lancer une newsletter, ce genre de truc qui met une plombe à démarrer, qui demande une énergie colossale au départ, mais qui au final paye sur le long terme, que ce soit financièrement ou même en termes de lifestyle et de vie, de carrière. Et donc ce mot est assez important pour moi. Et clairement, à chaque fois, je me dis, si je fais quelque chose, il faut quand même que ça ne grille pas mon image. En fait, il faut que ce soit en accord avec ma ligne directrice qui se veut d'être assez quali et qui se veut de durer dans le temps. En fait, j'ai pas envie de faire un one shot, un all-in où je me dis, ok, là les réseaux YouTube et tout ça, je fais tout ça pendant 2 ans. Ensuite, j'essaye de capter un maximum d'audience, d'encaisser un max, et ensuite je quitte tout. Et voilà, c'est clairement pas du tout mon optique. Limite, je préfère que ça aille plus lentement. Et c'est pour ça que je publie du contenu plus quali maintenant. Je préfère que ça aille lentement mais sûrement, mais que sur le long terme, ce soit quelque chose qui dure, plutôt que de tout griller d'un coup. Donc moi, le long terme, c'est un truc auquel je pense tous les jours dans les actions que j'entreprends.
Ne pas se jeter, ça je l'ai appris au fil des années, mais ne pas se jeter sur tous les objets brillants qui croisent son chemin. Ouais. Parce qu'au final, ça nous disperse. Certes, ça peut marcher, mais c'est un peu des one-shot, les objets brillants. Et par moments, j'ai été égaré comme ça par certains objets brillants. Et au final, en gardant une ligne directrice qui était de créer du contenu sur le long terme, j'ai préféré viser ça. Ok, trop cool pour la réponse. Et deuxième truc que je vais te demander, c'est, je sais, ça va être très cliché, mais je trouve ça hyper pertinent, et même dans beaucoup de podcasts que j'écoute, je trouve ça très pertinent. Si là, tu vois, en plus on a vu un reel là-dessus il n'y a pas très longtemps, si là tu avais le Ben d'il y a peut-être 5-10 ans devant toi, et qui te dit coucou Benjamin. Il y a 5-10 ans, j'avais pas cette voix, mais ouais. Coucou Benjamin. Bon, un Ben plus jeune qui est impressionné devant tous ces gens qui vivent de leur passion sur Internet et la création de contenu et le voyage et plein de trucs, et qui tombe sur toi, donc lui dans 20 ans, ou et qui te demande mais comment faire ? Qu'est-ce que je dois faire, tu vois ? Ou 2-3 conseils ultra importants pour toi que tu te serais dit il y a quelques années. Ce serait quoi ? Je vais en dire plusieurs. Le premier, ça va être, et celui-là, j'ai eu un peu la révélation il y a juste quelques semaines. C'est, maintenant que j'ai le vieil âge de 27 ans, c'est de se dire en fait, personne ne sait exactement vers où il veut aller. Personne ne sait, même des gens de 40 ans, ils disent, ou même de plus, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie ? En fait, chaque jour passe quand même. Il faut se dire qu'on n'a qu'une vie, et ça, je me le dis vraiment depuis très tôt, qu'on n'a qu'une vie et qu'il ne faut pas que je regrette des choses. Et donc, ne pas savoir où aller, au final, c'est un peu le principe de la vie. Et donc, parce que je me posais beaucoup de questions, je me disais, mais waouh, ça fait des années que je fais du contenu, ça fait des années que je fais tout ça, et au final, je ne sais toujours pas ce que je veux faire l'année prochaine. Au final, je vais un peu dans le flow comme ça, et mine de rien, en fait, c'est la normale. Personne ne sait exactement ce qu'il veut faire, donc c'est normal de se poser 10 000 questions. Au final, il faut un peu suivre son instinct et suivre ce qui arrive sur notre chemin. Tu penses qu'on n'est jamais vraiment sûr ? Honnêtement, je pense pas. Je pense que personne ne sait. Peut-être après, quand tu arrives à des âges plus sages, exactement, où tu revois un petit peu ta vie et tout ce que tu as accompli. Peut-être que tu te dis, ok, en fait, j'ai suivi le bon chemin et je sais où je vais finir. Mais à nos âges et même à des âges plus avancés, je pense que personne ne sait exactement ce qu'il veut faire de sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on l'a déjà dit, c'est avoir une vision long terme. Enfin, pas réellement une vision long terme, mais quelque chose de... Une direction, quoi. Une direction où on ne se grille pas dès le début, où on se dit, ce que je fais, je vais le faire comme si je voulais que ça dure pendant des années. Donc je vais le faire de façon assez quali, pas forcément 100% quali dès le départ, mais je vais le faire pour que je sois fier de ce que j'ai fait dans le futur. Voilà. Et non, un autre truc que j'ai un peu évoqué, c'est de ne pas avoir de regrets. Et ça, je fonctionne vraiment comme ça. Si je sens que je vais potentiellement regretter de ne pas avoir fait quelque chose, je le fais. Parce que sinon, je vais être trop... ça, vraiment, je déteste les regrets. Et voilà. Ok, trop cool. J'espère que c'était intéressant. C'était hyper intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir dans ce podcast, dans ce deuxième épisode de Contraste. Ouais, merci pour l'invitation. J'espère que ça va, la gestion et tout, c'était ok. T'es le meilleur host de podcast, Hugo. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire bravo Hugo, parce que vraiment, tu mets en place des choses assez rapidement, parce que ta règle du 80-20 mon gars. Préférée, au final, tu vois, avec Tom, tu nous as un peu influencé cette semaine là-dessus. mais tu vas très vite pour mettre en place des choses qui sont quali. Parce que tu te focalises pas sur des petits détails sur lesquels moi je me concentrerai. Et donc ça te permet de lancer rapidement des choses comme le podcast, de publier une vidéo par semaine depuis 2 ans sur Waved, des vidéos qui sont ultra quali avec un vrai storytelling, d'enregistrer des voix off en 2 secondes, alors que nous, on mettrait bien plus longtemps. Donc, et de poser des questions ultra pertinentes. Merci, ça fait trop plaisir. Donc, franchement, bravo. Et j'ai hâte de voir, à la fin, tu vas interviewer Alex Hormozi, Tom Nosk, des personnes bien plus avancées que moi. Donc,
Donc j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. On verra bien. Bon merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu l'as kiffé, si tu as adoré, tu peux bien sûr aller suivre Ben. Je mettrai tous tes liens en description, bien entendu. Ça marche. Tu peux aller voir son Instagram, son TikTok. Tu vends aussi des formations pour apprendre aux gens à générer une audience sur TikTok et à faire du montage sur Final Cut. À faire du montage sur Final Cut. Y aller que si c'est des sujets qui vous intéressent. J'ai envie de forcer personne. Je le connais bien, c'est un gars sûr. Si c'est des sujets qui t'intéressent, toi qui es en train de nous écouter, ça vaut le coup d'aller checker tout ça. Et si le podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça prend 2 secondes et moi ça me rapporte beaucoup parce que c'est beaucoup de travail et j'en serais très ravi. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. À bientôt. Ciao.